Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne suis pas Isabelle Autissier. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai fait un peu de mer, mais je n'ai jamais navigué. C'est une bonne raison pour vous faire comprendre que je ne suis pas Isabelle Autissier. Merci d'être là aussi nombreux. Ça me rassure, en général, les débats maritimes intéressent assez peu dans un pays dont la culture maritime n'est pas une des qualités premières, mais manifestement, ça vous intéresse. Pour cet échange, cet entretien avec Isabelle Autissier, que je vous demande d'accueillir tout de suite, mesdames, messieurs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Isabelle Autissier, c'est elle, ce n'est pas moi. Moi, c'est Frédéric Doré. Vous pouvez m'entendre à la radio sur France Inter le samedi dans CO2 Mon Amour avec Denis Chessou. Je suis un habitué du musée des Confluences pour lequel j'anime régulièrement des débats. Alors je ne suis pas marin, on a un peu la même formation, mais je n'ai jamais été marin, plongeur beaucoup. J'ai fait un peu de mer, j'ai appris ce que c'était que l'humilité face à la mer qui se déchaîne et au risque que l'on peut avoir de ne plus être là le lendemain matin. Isabelle Autissier, ingénieure agronome de formation, qui a travaillé 11 ans dans l'halieutique, c'est-à-dire dans la science de la pêche à La Rochelle, qui s'est retrouvée sur un bateau et même en dehors de son bateau, ou un bateau qui penche et qui se retourne, qui s'est retrouvée être la première femme à avoir fait un tour du monde en solitaire. Voilà. Bah, il en fallait une. Hein, il en fallait une, bah, ça a été vous. Et qui depuis a raccroché, si j'ose dire, est présidente du WWF France. Ce fut aussi une consoeur à France Inter avec, zut, je ne me souviens plus du nom de l'émission. In Extremis. Voilà, In Extremis, pardon. Auteur d'un roman que je vous conseille qui m'avait beaucoup plu, La mer s'en souviendra. Une histoire de, bah, vous nous en parlerez, une histoire de supercherie où le héros fait un tour du monde de papier pour faire croire qu'il est là où il n'est pas. Et en conclusion, vous dites, dans le dernier paragraphe, je me sens envahi par l'impuissance, mais je la ressens maintenant comme une sagesse. Vous êtes toujours sur cette phrase, Isabelle ? Oui, parce qu'il faut faire son miel des choses difficiles et compliquées, sinon ça ne sert à rien. Moi, je ne vais pas m'affronter pour m'affronter, ça me fatigue. Par contre, j'apprends plein de choses et effectivement, quand on est dans des situations un peu délicates, un peu compliquées, que ça permet de prendre du recul. Je trouve que la mer, elle vous donne ça. Enfin, moi, elle m'a beaucoup apporté tout ça. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup risqué, notamment vous êtes retrouvé 4 jours en 94 sur l'écureuil Poitou-Charentes, 4 jours à 1000 km des côtes australiennes, 4 jours à attendre. Bah oui, j'avais fait des figures qui n'étaient pas trop dans le manuel. C'est-à-dire qu'en partant d'Afrique du Sud, tout allait bien, j'avais gagné la première étape, tout ça, tout allait, voilà. Et je démate à peu près à 700-800 km de l'Afrique du Sud. Donc là, il n'y a pas trop de solutions. Il faut faire ce qu'on appelle un gréement de secours, c'est-à-dire avec ce qu'on a, il faut faire un petit bout de mât. Et sur ma route, il y avait les îles Kerguelen, petites îles françaises. Donc je m'arrête aux îles Kerguelen avec la communauté scientifique qui était sur place. On bricole les trucs, on fait un bout de mât, on fait des machins. Je repars pour aller en Australie, mais là, le bateau était quand même très handicapé parce qu'il n'était pas dans son état, on va dire, normal et habituel. Et arrive une grosse tempête et le bateau se fait rouler entièrement. C'est ça la figure un peu bizarre, c'est que faire un tonneau avec un bateau de 18 mètres, il faut quand même que la vague soit assez grosse. Et là, ça détruit tout à bord. Et effectivement, je me retrouve en situation de ne plus pouvoir naviguer. Plus de mât, et plus de toute la cabine arrachée, les safrans, les gouvernails arrachés. Enfin voilà. Donc, je vais attendre des charmants sauveteurs australiens qui vont quand même évidemment mettre 3 jours, mais c'était déjà un bel exploit pour venir me récupérer. Et à quoi on pense? Question peut-être stupide et naïve, à quoi on pense pendant ces 3 jours? Alors, on pense à survivre, on pense aux bonnes choses, on pense aux gens qui vous attendent, on se dit qu'il faut essayer d'arriver le plus vite possible parce qu'ils doivent avoir très peur. La grosse différence, je pense, avec un accident qui pourrait arriver à quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est que moi, c'est mon métier. Donc, avant de partir, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là. Avant de partir, je m'y suis préparée. J'ai développé des techniques, j'ai appris des choses. Et donc, au moment où il y a un accident, je ne suis pas complètement sans solution.
Et puis j'ai dans la tête suffisamment de mental pour me dire bon ben voilà, on est dans une situation qui n'est plus la situation normale, on remet les priorités dans le bon sens, on n'est plus en train de faire la course, on est en train de faire flotter un bateau. Une fois qu'il flottera, on essaiera de l'amener quelque part. Si on peut, ce quelque part, ce sera à l'endroit où on veut aller. Enfin voilà, on redéroule les choses autrement. Et du coup, ça donne beaucoup de stabilité émotionnelle. Et première chose, c'est que donc le bateau fait un tonneau. Là, quand même, on se rencogne dans un coin et on ferme les yeux, on serre les poings. Et puis, quand on rouvre les yeux, on a de l'eau aux genoux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un seau et on vide le bateau. C'est la première chose à faire. Puis après, on se dit, voilà, maintenant, voilà, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Et donc, toute cette démarche-là, qui est encore une fois une démarche, parce qu'on est des professionnels les uns et les autres qui faisons ça, c'est grâce à ça, c'est parce qu'on y a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé là-dessus, qu'on ne se laisse pas aller. Même si dans un coin de la tête, on sait que c'est quand même... ça frôle un peu les trucs pas sympas, mais on est toujours... Et comme dirait Monsieur de la Palisse, tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on est encore vivant. Donc, voilà. C'est vrai, je confirme, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui fait qu'après 11 ans, avoir travaillé sur la pêche tranquille à La Rochelle, on se met à se dire, tiens, je vais aller battre un tour du monde sur un bateau toute seule? Alors, 91. En fait, ça remonte à quand j'étais petite. Moi, j'ai eu la chance d'aller en vacances en Bretagne. Je suis une petite Parisienne, enfin banlieusarde d'origine, et d'avoir des parents qui aimaient bien le bateau. On avait un petit dériveur en bois, vous savez, on le peignait tout l'hiver dans le garage, et puis après on l'accrochait à la voiture. Et petite fille, j'ai eu je ne sais pas comment appeler ça, quelque chose avec la mer. J'ai trouvé ça magnifique, puis c'était l'aventure, et puis c'était beau, et puis c'était voilà ça. Voilà. Et dès que j'étais petite fille, gamine, je me suis dit, quand je serai grande, je serai en mer, je serai marin, voilà, je savais pas trop évidemment. Donc tout ça a quand même mûri. Moi, j'avais la chance de pouvoir faire des études. J'ai été largement encouragée à ça. Donc je me suis dit, Maline, je vais faire des études qui me ramènent au bord de la mer. D'où ingénieur agro-halieutique. Et j'avais quand même toujours dans un coin de ma tête l'idée de partir loin, de naviguer à la voile. Donc à la fin de mes études, quand j'ai commencé à travailler, je me suis fabriqué un petit bateau en acier de 10 mètres. Et puis j'ai plaqué ce monde cruel et je suis partie sur les flots pendant 1 an, c'était génial. Et puis voilà, puis après j'ai commencé à m'intéresser à la course. Donc j'ai mené les choses un peu en parallèle, en fait, entre cette carrière professionnelle qui m'a passionnée et qui m'a beaucoup apporté aussi, et puis le côté un peu plus, on va dire, perso, qui au départ était plus synonyme de vacances, mais quand même de fil en aiguille est devenu très professionnel aussi. En 96, vous tentez de sauver quelqu'un, Jerry Roufs. En 99, quelqu'un vous sauve, Giovanni Saldini. On ressort comment de cette double expérience? Moi, je me suis toujours dit que s'il y avait autant de solidarité à terre qu'en mer, la terre irait mieux. Globalement, même si malheureusement ça n'est pas toujours appliqué, et je pense à certaines traversées de la Méditerranée pour certaines personnes qui malheureusement ne se passent pas aussi bien, mais globalement il y a quand même une solidarité des êtres humains en mer, et ça c'est magnifique. Et quand vous prenez les coureurs qui ont un peu des milles dans les pattes et dans la quille, pratiquement tous, à un moment donné, on s'est trouvé en situation de porter secours, où on a été en situation de demander du secours. Parce que la mer est comme ça, parce qu'on va dans des coins qui ne sont pas toujours bien famés, et que c'est la vie. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je me suis retrouvée dans les deux cas de figure. Très honnêtement, j'ai beaucoup plus souffert au moment où je suis allée chercher Jerry Roufs parce que je ne l'ai pas trouvé, pour un tas de raisons, alors pour le coup très techniques, vu les conditions de mer. C'est la pire tempête que j'ai jamais vécue personnellement. Le bateau s'était retourné, vous étiez en contact avec lui? Oui, alors on était en contact, on était à pas très loin, mais pas très loin en bateau, c'était 150 ou 200 km l'un de l'autre. Moi j'ai enregistré 87 nœuds de vent, je ne sais pas s'il y a quelques marins dans la salle, mais c'est quand même assez vigoureux. On ne peut plus rien faire en fait à ce moment-là, on ne peut plus gouverner le bateau, on est enfermé à l'intérieur et le bateau il se couche, il se relève, il fait ce qu'il peut et voilà. Sauf que le mien s'est toujours relevé dans le bon sens et celui de Jerry vraisemblablement.
s'est mis à l'envers. Et à partir de là, on ne savait plus où il était. Or, chercher un bateau quand vous avez 50 mètres de visibilité maximum, encore 50 nœuds de vent, et que vous êtes dans le sud du Pacifique, au bout de 6 heures ou de 12 heures, c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller chercher, on essaye de... Il y a des gens à terre qui font des calculs, qui vous disent il doit dériver peut-être par-ci, peut-être par-là, ils ne sont plus pas d'accord les uns avec les autres, enfin bon, tout ça est compliqué. Et donc il y a un véritable sentiment d'impuissance. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que peut-être il n'est pas si loin que ça. Mais ben, voilà, dans les conditions où on est, voilà, et Jerry, on ne l'a jamais retrouvé. Et je crois que ça, c'est voilà, une vraie douleur de la vie, comme on en a tous. Hein, mais voilà. Quand c'est vous-même qui êtes en danger, d'abord, vous savez où vous en êtes, puis vous vous battez. Donc, ça a un côté plus positif. Vous n'êtes pas en train de subir, quoi. Enfin, vous subissez des conditions, mais vous avez quand même des objectifs et c'est très différent. Et finalement, moi, les 2 fois où j'ai été quand même un peu limite, j'en ai jamais fait de cauchemar, voilà, ça s'est passé, puis j'ai trouvé les solutions, et puis il y a des gens qui sont venus m'aider. Enfin voilà, ça s'est bien fini. Et du coup, c'est des moments de la vie, mais voilà, c'est pas des moments négatifs. Après toute votre expérience en mer, la mer, vous la voyez comment? C'est quoi pour vous? Vous ressentez quoi quand vous pensez à la mer? Et vous ressentiez quoi quand vous la voyez sur votre bateau, la mer plate? Quel sentiment vous envahissez? Moi, souvent, j'essaye de... Je dis aux gens, mais quand je pars en bateau, je rentre à la maison, en fait. Je suis chez moi, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est pour ça que les gens disent, mais ça, vous n'avez pas peur? Bah non, quand on est chez soi, on n'a pas peur. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer, mais voilà, j'ai quand même beaucoup navigué, donc j'ai développé une familiarité avec la mer qui, au départ, et ça m'importe beaucoup, est basée sur des choses très sensuelles. C'est-à-dire qu'avant tout, pour moi, la mer, c'est une émotion. C'est des couleurs, des mouvements, des odeurs, des pensées, des nuages qui passent, des espèces d'exaltation parfois, enfin des choses très... Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une couche, entre guillemets, extrêmement intellectuelle. Et que la mer, ça se comprend. Et la météo, c'est une science, et les courants, les vents. Et en rigolant, je dis, moi, quand j'avais 10 ans, je faisais du calcul vectoriel. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais on faisait des constructions de courants, et c'était des vecteurs. Hein, donc, il y avait quelque chose de très scientifique et de très... et j'aime bien aussi cet aspect de connaissance. Et c'est ça qui m'a amené aussi, d'ailleurs, aux études d'Aliot. Mais j'aime bien arriver à décrypter, à essayer de faire tourner des modèles dans ma tête, de comprendre où j'en suis, d'adapter ma stratégie. Et pour ça, et je trouve que, au fond, c'est pas un hasard si on est une planète bleue, c'est que la mer aujourd'hui, pour moi, il y a 1000 entrées. Il y a 1000 entrées. Vous pouvez voir la mer comme un espace de poésie, de vacances, de guerre, de transport, de science, d'aventure, de tout ce que vous voulez en fait. Toutes les activités humaines ont une déclinaison maritime. Donc après, vous pouvez vous faire la construction qui vous intéresse à partir de tout ça, quoi. Vous n'avez jamais vu, même dans les pires moments, comme une ennemie? Elle ne vous a jamais fait peur? Il y a des moments où on est très tendu, évidemment. Il y a des moments... là où on est le plus tendu, c'est quand ça se dégrade et qu'on ne sait pas où ça va finir, quoi. Ça commence à vraiment montrer les dents et là, on se dit, oh, bon, est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que... Voilà. Donc oui, il y a des moments où on est tendu. Après, avoir peur au sens d'être paralysé, honnêtement, pour l'instant, non. Peut-être que ça m'arrivera un jour. Faut rester quand même modeste par rapport à tout ça. Mais je crois aussi qu'il y a... Et la mer, mais la nature d'une manière générale, parce que j'ai pas mal discuté avec des alpinistes et on partage ça. C'est aussi une façon de comprendre qu'il faut arrêter de se prendre la tête, il faut lâcher prise. Alors pour les alpinistes, il ne faut pas trop... Mais il faut lâcher prise dans sa tête. C'est-à-dire qu'on n'est plus les maîtres du jeu. Il faut arrêter. Ici, on n'arrête pas de vouloir être les maîtres du jeu. Quand on est en mer, on n'est pas les maîtres du jeu. Donc on essaye de faire avec les conditions naturelles, on essaye de les comprendre et de s'adapter. Si ça ne le fait pas un jour, ça ne le fera pas. Et c'est comme ça.
Et moi, j'accepte ce jeu-là, parce que ça m'apporte trop, par ailleurs. Donc voilà, y a un facteur de risque que j'ai toujours essayé de minimiser, parce que je ne joue pas du tout à la roulette russe. Mais oui, il y a des moments, faut lâcher prise par rapport à ces constructions, des fois un petit peu trop structurées, un peu trop mentales, un peu trop volontaristes. On veut faire des choses, on a des objectifs, on a des etc. Et puis après, voilà, des fois on fait autrement. En plongée professionnelle, on l'apprend très vite, ça. Dès lors qu'on se met à lutter contre la mer, on s'épuise et on ne fait pas de vieux os. Donc je l'ai compris assez vite, ça. La mer, est-ce qu'elle est infinie? Est-ce qu'on la sent infinie? Alors, on a ce sentiment-là. J'allais dire, là, on va peut-être dévier sur un autre sujet, mais j'allais dire que malheureusement, ce sentiment amène beaucoup de mauvaises choses à la mer. Mais oui, bien sûr. C'est là où je voulais en venir. La mer, le cosmos au-dessus de sa tête, quand on est couché sur le pont du bateau et qu'on regarde les étoiles, qu'on voit l'horizon à 360, tout ça paraît immense, infini, etc. En fait, c'est un petit grain de sable dans le cosmos, c'est minuscule. Et cette idée que la mer est infinie nous a empêchés de prendre conscience qu'on avait un impact réel sur la mer. Alors on commence un peu maintenant, mais pendant très longtemps, on a pensé, par exemple, qu'on pouvait pêcher infiniment de poissons, qu'il y en aurait toujours trop. On a pensé qu'on pouvait infiniment balancer nos poubelles parce que de toute façon, les courants allaient emmener tout ça, je ne sais où. Donc ce manque de compréhension que la mer est finie a entraîné des gros désagréments. Enfin, pour la mer, pour nous aussi d'ailleurs. C'est propre à tout le monde, c'est propre au monde occidental, où il y a une spécificité française à cette non-prise en considération de la mer? Alors, on n'est pas un pays très marin quand même. Non, on n'est pas un pays très marin, mais même les pays très marins, je pense aux Anglais par exemple, se comportent pas très différents de nous. Je pense que c'est très lié à nos mentalités, on va dire... Judéo-chrétienne? Oui, voilà. On va dire judéo-chrétienne. C'est un peu une facilité de langage, mais de pays développés, etc., où la nature est un objet. Et l'homme est sur le dessus de la pyramide et mieux que tout et tout le monde. On voit bien que toutes les sociétés n'ont pas pensé leur rapport à la nature comme ça. Et en fait, pour moi, c'est la question de inclusif-exclusif. Il y a beaucoup de sociétés qui se pensent comme appartenant à la nature. Et à partir du moment où on appartient à la nature, déjà, on peut discuter avec les plantes et les animaux, on peut échanger, faire des choses, voilà, avoir des échanges, puisqu'on est dedans. Et puis, évidemment, puisqu'on est dedans, on a une forme de respect, on a une forme de... Même si, par exemple, dans les peuples cueilleurs-chasseurs, on peut cueillir et chasser, mais on ne cueille et on ne chasse que ce qui vous sert à vous pour survivre, et dans certaines conditions, et d'une certaine manière, etc. Et voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut revenir à la notion de cueilleur-chasseur, mais c'est très différent de l'idée après que l'homme est au-dessus de la nature et qu'il est là pour lui faire rendre des fruits. Et donc pour la mettre, entre guillemets, en coupe réglée, et pour voir la nature comme un outil de production, au fond, puisque c'est essentiellement ça. Et même aujourd'hui, même en termes de beauté, la beauté, c'est un outil de production du tourisme. C'est-à-dire qu'on vous vend des belles mers avec des belles plages, voilà. On résume la plage, la mer à une carte postale, on en voilà, oublie le reste. Donc en fait, on a cette après. Enfin, je veux pas. Comment dire? Je vais pas chercher à acheter la pierre. C'est comme ça. On a été élevé comme ça. Maintenant, c'est notre responsabilité d'être un peu critique par rapport à cette vision du monde et de vraiment comprendre. Et ça, je pense que c'est central. C'est pas CO de mon amour qui va me dire le contraire, que nous sommes une espèce de la nature et nous faisons partie de la nature et nous n'existons pas sans la nature. Et donc, il faut quand même revenir un peu, sans revenir aux cueilleurs-chasseurs, il faut quand même revenir un peu à un rapport où on n'est pas uniquement dans l'utilisation, mais plutôt dans une sorte de co-construction et d'intégration. Alors vous préfacez le dernier livre de l'ami Didier Gasquel, Pour une révolution dans la mer, que je vous incite à lire. Il y a de très belles pages au début sur ce qu'était la mer, sans doute,
avant que l'homme n'industrialise la pêche, c'est ces endroits qui illustraient parfaitement ce qu'était dans la Bible, la manne divine, une profusion. Alors, je fais une petite parenthèse. La profusion, moi, je l'ai vue sur l'île de Socotra, qui est entre la Somalie et le Soudan, où j'avais suivi pour Géo une mission scientifique, qui était la première autorisée sur l'île de Socotra. Et on était les premiers plongeurs autorisés sur une île où il n'y avait aucune activité. Et moi, je l'ai vu, cette profusion. J'ai vu des poissons gigantesques, des bancs gigantesques. J'ai tout vu. Voilà, j'ai vu, et depuis, j'y pense tout le temps. Voilà, j'ai vu, je peux mourir demain. Ça et les chutes Victoria, je vous conseille, vous pouvez mourir demain. J'ai vu ça, j'ai vu aussi des endroits où il n'y avait plus rien. Mais en même temps, ces mêmes endroits, notamment en Méditerranée, que j'avais suivis toujours pour Géo, pour suivre la colerpe, l'algue tueuse, j'y suis revenu 15 ans après et tout était revenu. Donc comment on voit ça? Est-ce qu'effectivement, on a vidé la mer? Ou est-ce qu'effectivement, on voit les choses d'un autre côté? Finalement, la mer, quand on lui fout la paix, ça peut revenir très vite. Est-ce qu'il faut être catastrophiste, comme le disent les collapsologues, ou est-ce qu'il faut être gentiment optimiste, comme le disent les gens comme le disent les pêcheurs, par exemple, qui aujourd'hui disent « mais non, les choses vont mieux en Manche, en mer du Nord, etc. » Vous voyez les choses comment, vous? Alors, moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, j'essaye d'être scientifique. J'essaye. C'est certain que les activités humaines, d'une manière générale, la surpêche, mais pas que, il y a aussi la pollution, il y a aussi la destruction des écosystèmes côtiers, il y a tout un tas de choses, ont fait que on a, dans la plupart des endroits du monde, on va dire, pas tout à fait tous, mais la plupart des endroits du monde, réduit de manière extrêmement considérable les masses d'animaux, la diversité des animaux, les rapports entre toutes les espèces qui font la solidité, au fond, de la vie sur cette planète. Plus la vie est diverse, plus elle est complexe, plus elle est solide. Or, on a mis à mal cette solidité et on a vu dans beaucoup d'endroits, effectivement, les choses, on va dire, prendre mauvaise tournure. Après, oui, la nature est bonne fille d'une certaine manière, c'est-à-dire que les processus du vivant sont extrêmement puissants. Donc, si on lui fout la paix, si on fait une aire marine protégée qui est à peu près respectée et dans laquelle on fait à peu près ce qu'il faut, en général, au bout de 4-5 ans, il y a des études scientifiques assez précises là-dessus. On voit 60% de biodiversité en plus, c'est-à-dire de diversité des espèces. On voit les poissons qui font 40% de taille en plus. On voit ci, on voit ça. On ne revient pas à l'origine. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Mais qu'est-ce que l'origine ? Est-ce que l'origine, c'est ce qu'il y avait il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 500 000 ans je ne sais pas. De toute façon, l'écosystème a évolué, comme il évolue d'ailleurs naturellement. Simplement, à un moment donné, une espèce a infligé vraiment un choc, une violence extrêmement forte sur cette vie. Et si on la laisse repartir, elle va repartir avec peut-être des espèces forcément un peu différentes. On va peut-être en perdre des espèces complètement, définitivement, parce que voilà, c'est trop tard. Il n'y en a plus assez, il n'y a plus assez de brassage génétique, il n'y a plus assez d'individus, donc ça disparaît. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui disparaissent comme ça. Et puis on va avoir d'autres équilibres se refaire, et donc on peut effectivement, et ça c'est quand même important, on peut se dire qu'il y a une gestion possible qui va être une gestion qui va laisser ce pouvoir de la vie. Au fond, la vie, c'est un grand équilibre. Hein. Les déchets des uns sont les aliments des autres, les prédateurs des uns sont, etc. Donc moi, je l'ai beaucoup vu aussi. J'ai pas mal navigué dans les mers du Grand Sud, là-bas en bas, et en particulier dans les îles australes. Ces îles australes, en général, ont, entre le 18e, 19e et début du 20e, ont été absolument dévastées, surtout la faune marine, hein, les mammifères marins, mais aussi les oiseaux, mais aussi... voilà. Et ça a été catastrophique. Et puis à partir, en gros, de la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, on a commencé à protéger ces endroits. Et quand on y va aujourd'hui, on revoit des abondances. Mais c'est plus tout à fait les mêmes. C'est pas la même chose. C'est plus les mêmes équilibres. Mais on revoit quand même des abondances qu'on avait perdues. Et en Europe, les scientifiques sont d'accord pour dire que les stocks de poissons sont remontés pour la Manche et la mer du Nord. Il y a 15 ans, on était à 15% de stock qui est en bon état. On est à 60%. On a vu le thon rouge, suite au moratoire, revenir en mer Rouge. On a vu les stocks d'anchois. Souvenez-vous de la crise de l'anchois il y a 10 ans, qui avait été une crise autant biologique que sociale. Ces stocks sont remontés.
il y a quand même du mieux. Alors, les ONG comme le WWF ont largement participé à cette prise en compte. Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont améliorées ? Nous, on travaille beaucoup avec les pêcheurs, en fait. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne passe pas notre temps à faire la guerre aux pêcheurs, à certains, parfois. Mais ça n'a pas toujours été le cas, cette discussion entre pêcheurs, scientifiques et ONG. Oui, ça n'a pas été le cas toujours, et je pense que ça fait partie des choses qui sont positives depuis, effectivement, on va dire, une bonne dizaine d'années, de commencer à s'écouter. Et je pense que, par exemple, en France, le moment du Grenelle a été un moment important. Le Grenelle de la mer dont vous avez été la vice-présidente. Ouais. Et là, on a vu les acteurs se parler autour de la table, et ça a fait du bien, quoi. Et on a été capable de se parler. Et donc, voilà. Donc la difficulté, c'est de faire d'abord le même constat et après de partager des solutions. Donc on voit bien que sur un certain nombre de stocks, en fait, tout simplement, quand on a commencé à écouter vraiment les scientifiques, moi j'en fais partie, et il y a 30 ans, on racontait des trucs, on me disait, bon, vous êtes gentil, allez-y, je vous en prie, votre rapport, merci madame, merci monsieur. On pose le rapport et après on parle politique avec les pays de la communauté européenne et on se partage un gâteau plus ou moins imaginaire. Donc ça, on a vu où ça nous a amené. Et puis quand même, il y a eu des prises de conscience. Malheureusement, il a fallu qu'en France, on divise par 4 le nombre de pêcheurs pour qu'on se rende compte qu'on était en train de perdre ça, qu'on perdait des métiers, qu'on perdait des activités côtières qui tirent toute une population et qui tirent toute une économie, pour que, voilà, petit à petit, on commence à devenir un peu plus raisonnable et effectivement, quand on a commencé à devenir un peu plus raisonnable, les phénomènes ont commencé, pas pour toutes les espèces, mais pour un certain nombre d'espèces, à aller mieux. Donc aujourd'hui, sur l'Union européenne, sur les zones de pêche de l'Union européenne, ça va mieux. C'est pas vrai dans malheureusement beaucoup d'autres endroits du monde, mais on voit bien aussi que à un moment donné, vous savez, le poisson... C'est pour ça que je disais, c'est pas des outils de production. Quand vous voulez faire plus de chaussettes, vous mettez plus d'usines à faire les chaussettes et plus de machines à faire les chaussettes. Quand vous voulez plus de poissons, si vous mettez plus de bateaux de pêche, vous avez moins de poissons. Parce qu'au bout d'un moment, assez vite, vous allez au-delà du renouvellement biologique et donc vous détruisez votre stock de base et donc les poissons grossissent moins parce qu'ils n'ont pas le temps et ils se reproduisent moins parce qu'il y a moins de géniteurs. Donc du coup, l'un plus l'autre, ça fait moins de poissons. Et les pêcheurs vous rétorqueraient que c'est pas tant la fréquence ou le nombre de bateaux qui compte, c'est la sélectivité des outils qui permettent de trier au fond et pas sur le bateau. Ça joue évidemment aussi, mais il y a quand même la capture qui joue. À un moment donné, il faut aussi avoir des règles. Encore une fois, on ne peut pas pêcher plus d'une espèce que ce que cette espèce peut, entre guillemets, mettre à notre disposition. Je mets des guillemets sur cette expression. Mais en tout cas... Si vous avez, c'est comme les intérêts à la banque. Hein. Si vous avez 1000 à la banque qui font 10% d'intérêt, si vous consommez 110 tous les ans, vous allez grignoter votre capital. C'est très très schématique évidemment de dire ça, mais c'est vrai. Et puis ce que vous dites est tout à fait vrai aussi. Les méthodes employées sont plus ou moins impactantes, plus ou moins destructrices, non seulement de l'espèce que vous pêchez, mais des autres espèces et des fonds marins. Et donc ça a aussi des conséquences. Et on peut arriver à travailler. Nous, on a fait un travail, par exemple, très intéressant il y a quelques années en Guyane, avec les pêcheurs de crevettes guyanais. Parce que les filets à crevettes, vous imaginez, la malle du filet, c'est pas gros pour pêcher la crevette. Du coup, ça retient tout. Et du coup, ça retient tout. Et en particulier, ils se retrouvaient dans les filets avec des gros poissons, avec des requins, avec des tortues. Et ça posait des gros problèmes. Et on détruisait des grosses espèces. Et donc, en gros, avec eux, avec les scientifiques et avec les pêcheurs qui avaient envie de travailler là-dessus, on a inventé, en gros, le chalut avec une sortie de secours, quoi. Avec une espèce de grille en alu qui permet aux gros animaux de glisser et de s'évader. Pour les pêcheurs, c'est bien mieux aussi. C'est bien mieux parce que ça écrase pas les crevettes, parce que quand il fallait sortir un requin, c'était pas forcément très cool, parce qu'il fallait plus de gasoil pour tirer le chalut parce qu'il était plus lourd. Enfin, voilà. Quand on commence à essayer d'être un petit peu intelligent, et les pêcheurs sont tout à fait prêts à ça, 90% d'entre eux, on peut imaginer des solutions. Donc les subventions pour augmenter l'effort de pêche peuvent être utiles. Or, le WWF, comme d'autres, comme Bloom, râle contre la décision, la reprise des subventions pour améliorer l'effort de pêche qui vient d'être prise il y a quelques jours. Parce qu'on est déjà très au-dessus en termes d'effort de pêche, mais ça, c'est un calcul purement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on
au niveau mondial, qu'est-ce qu'on appelle l'effort de pêche? C'est la capacité, ça va être par exemple le nombre de casiers ou le nombre de kilomètres de filets ou les milliers de lignes ou la puissance de votre chalutier pour tirer un chalut. C'est ça qu'on appelle l'effort de pêche, c'est ce que vous utilisez pour aller capturer. Aujourd'hui, au niveau mondial, on a un effort de pêche qui est 2,5 fois ce qu'on peut en réalité pêcher si on veut gérer correctement les espèces. Donc ça, c'est juste un calcul économique débile. Parce que ça nous coûte très cher, ça met en danger les pêcheurs parce que ça les place dans des situations où ils vont aller emprunter beaucoup à la banque pour mettre à l'eau beaucoup d'engins, etc. Et donc après, il faut qu'ils pêchent beaucoup parce que sinon le banquier ne va pas être content. Donc ça les met en fragilité. Donc aujourd'hui, et que ce soit dans l'Union européenne ou que ce soit dans la plupart des pays du monde, on a déjà un effort de pêche qui est trop important. Les seuls moments, il peut y avoir quelques petites exceptions, et justement, je reviens à la Guyane, parce que nous, aujourd'hui, on pense qu'en Guyane, c'est des situations extrêmement particulières, avec des flottes extrêmement âgées, avec des gens qui n'ont pas de capacité économique, et avec des pays de chaque côté qui ont des pêches frauduleuses, des pêches pirates, extrêmement développées. Donc là, on est dans un rapport un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les vannes, mais ça veut dire que là, effectivement, on peut au cas par cas donner la possibilité à un certain nombre de pêcheurs, sans avoir des bateaux plus gros, mais de remplacer les bateaux pour qu'ils puissent continuer à pêcher. Donc voilà. Mais globalement, c'est quand même pas une bonne idée parce que en plus, c'est après relativement difficile à contrôler. On vous dit oui, mais ah non, mais on change le moteur simplement parce que c'est un vieux moteur, mais hop, on met 20 kW de plus ou 50 kW de plus, et puis après on se retrouve dans des cercles vicieux en fait. On ne peut pas faire confiance a priori aux pêcheurs? C'est pas une question de confiance. C'est une question de modèle économique, c'est parce qu'ils sont pris là-dedans aussi. Et je vais faire un peu le parallèle avec les agriculteurs. Les agriculteurs aussi sont pris dans des logiques économiques où on leur dit il faut produire plus, donc il faut mettre des engrais et des pesticides pour produire plus, et puis il faut plus de bêtes, et puis plus de ceci, donc il faut du soja d'Amérique du Sud, etc. Donc ils sont pris dans des logiques. Les pêcheurs, c'est un peu ça aussi. Ils sont pris dans des logiques, mais la différence, c'est que les pêcheurs, ils travaillent sur du vivant sauvage. Donc c'est encore plus... les agriculteurs travaillent aussi sur du vivant, mais pas sauvage, donc c'est un peu différent. Mais quand on travaille à partir de vivant sauvage, on est obligé de suivre les règles de mère nature, parce que sinon ça va tout de suite dans le mur, malheureusement. Avec un tout petit bémol, c'est qu'ils ont un peu moins la corde au cou que les agriculteurs parce qu'ils gagnent nettement mieux leur vie. C'est aussi la conséquence d'une amélioration des stocks. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée du salaire à l'embauche en sortant de l'école de pêche pour un matelot sur un bateau de pêche sur la zone atlantique? Allez-y. J'ai 1000 ici, 1000. On est à 3000 €. Et pour un patron pêcheur, on est à 5000 €, on a 1500 € en moyenne en Méditerranée. Mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, on était en dessous du SMIC. Comme quoi les choses se sont améliorées, et la qualité du poisson aussi, parce que manifestement, on prend moins dans les chaluts, les poissons sont moins abîmés et se vendent un peu mieux. C'est exactement le principe, c'est qu'il faut moins pêcher pour mieux pêcher, et on gagne mieux sa vie. Ils gagnent mieux leur vie, largement. Et d'ailleurs, ils ont du mal s'il y a des candidats ici, en école de pêche, comme disait Hubert Carré, le patron de la pêche en France, ils ont un mal de chien à recruter. Ils râlent parce que les jeunes, soi-disant, veulent le Wi-Fi sur les bateaux de pêche. Ah mais ça, ils veulent pouvoir aller sur Facebook tous les jours. Vous avez le même problème, vous savez, dans la marine de guerre. Ah bon ? Les jeunes ne veulent plus... ils veulent bien faire toutes les armes qu'on veut, mais pas la marine, parce qu'il n'y a pas Facebook le soir. Eh oui. Et vous connaissez bien les bâtiments de guerre, vu que vous y promenez en tant qu'écrivain de marine? Alors, j'ai pas encore usé de ma prérogative, mais normalement, je peux, ouais. Orsenal fait beaucoup. Hein. Oui, mais j'irai peut-être un jour, parce que c'est intéressant aussi, c'est des marins comme nous. Hein. Bien sûr. Deuxième petit sujet, enfin pas petit sujet, le plastique. Vous avez vu tous ces films qui circulent. À en croire les réseaux sociaux, il suffit de se mettre sur un surf allongé sur la mer et on ne fait que ramasser du plastique. Vous l'avez vu ça en mer, Isabelle? Alors, en mer, non. Bon, on en voit. Hein. Plus on est près des côtes, d'ailleurs, plus on en voit. On en voit beaucoup sur les côtes, dans les endroits les plus exotiques possibles. Et moi, j'ai quand même un souvenir très frappant d'il y a 2 ans, au nord du Spitzberg. Donc, je ne sais pas si vous voyez où c'est le Spitzberg, mais c'est très, très nord, puisque le nord du Spitzberg, c'est 80 nord. Donc, c'est vraiment haut. Il y a
pas un Pékin à 1000 km à la ronde, et c'est absolument jonché de plastique. Les côtes sont un champ de plastique ininterrompu. Est-ce que c'est significatif ou est-ce qu'il y a une courantologie qui fait qu'on ramène? Voilà. C'est ça. C'est les courants. D'un côté le Gulf Stream et de l'autre côté, du côté russe, une gire de courant qui ramène aussi les déchets russes. Donc voilà. En mer, de toute façon, en mer, si on voyait les conséquences de ce qu'on fait, on arrêterait tout de suite. Si on voyait comment un chalut détruit les fonds, on arrêterait le chalut. Si on voyait si la couleur de la mer changeait parce qu'elle se réchauffe et qu'elle devenait rouge, on arrêterait tout de suite. Et si on voyait vraiment les plastiques, on arrêterait tout de suite. Le gros drame des plastiques en mer, c'est qu'ils se détruisent, en petites particules. Qui sont avalés par les animaux. Voilà. Et que, en plus, c'est très vicieux. Ces petites particules de plastique se comportent comme des éponges. Et donc, elles vont à la fois éventuellement absorber les polluants quand elles sont dans des zones polluées, mais elles vont aussi absorber toutes les protéines marines qui font les bonnes odeurs de mer, l'iode, le poisson, tout ça. Donc, c'est super pour les oiseaux et les poissons, c'est souvent coloré, c'est de la bonne taille, c'est de la taille du plancton, et ça sent super bon. Donc, c'est pour ça que ça va énormément être consommé par les oiseaux, les poissons et les mammifères marins, parce que c'est très attractif. Et évidemment, après, il y a deux phénomènes. D'une part, il y a ce qu'on appelle la fausse satiété, c'est-à-dire que les animaux se nourrissent de ces particules de plastique qui les laissent dans l'estomac. Ils ont l'impression d'avoir mangé, mais en fait, ils n'ont rien mangé. Donc, ils arrêtent de se nourrir et ils crèvent de faim. Pour les oiseaux, ça, c'est vraiment classique. Deuxième chose qui n'est pas terrible non plus, c'est qu'au bout d'un moment, c'est métabolisé dans l'organisme, mais que ça reste des produits toxiques. Hein. Si vous essayez de manger du plastique, vous ne serez pas en bonne santé, on est d'accord. D'ailleurs, vous en mangez un peu. Leur faites pas peur. Et donc, voilà, donc ce sont essentiellement des perturbateurs endocriniens. Donc ça s'attaque à toutes les grandes fonctions de la vie, la digestion, la reproduction, le cerveau, la croissance, etc. Donc ça perturbe considérablement la vie marine. Et au final, puisque au final, prenez une poignée de sable là en Méditerranée, qui est la mer la plus proche de chez vous, regardez bien, vous allez avoir peur. Regardez à la loupe le sel de mer que vous mangez, vous allez avoir peur. Et faites analyser le poisson que vous mangez, vous allez voir aussi qu'il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, nous contaminons nous-mêmes parce que nous avons contaminé à grande échelle ces grands écosystèmes. Alors sachez-le, mesdames, messieurs, si vous voulez ne pas vous contaminer aux plus gros perturbateurs endocriniens que sont les dioxines, évitez le poisson au barbecue, les prédateurs, en particulier le saumon, parce qu'ils sont tellement gavés de polluants qu'on a interdit il y a 50 ans, mais qui se sont accumulés, que vous allez brûler des PCB, du DDT, et en plus des bouts de plastique. Ouais. Mais en fait, il faut essayer de... C'est un peu comme les circuits courts. Il faut essayer de, si vous voulez avoir le moins de problèmes possible, il faut essayer de ne pas manger les poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Malheureusement, ils sont souvent assez sympathiques et assez bons. Et il vaut mieux manger les poissons qu'on appelle herbivores, des poissons qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Si vous ne savez pas trop, allez voir, je vais faire de la pub pour ma boutique, mais il y a plein d'autres ONG qui le font. Au WWF, vous pouvez télécharger un petit guide qui va vous donner un certain nombre d'idées. Il y a aussi plein d'autres ONG qui font ce travail, donc on essaye de vous aider en termes de consommation pour, d'une part, s'adresser à des espèces qui sont bien gérées, et d'autre part, essayer d'avoir des espèces qui n'ont pas trop accumulé et qui sont donc moins toxiques, on va dire. Alors on va y venir sur les conseils. Moi, j'en ai qu'un à manger du poisson qui a du goût, comme le rouget, des filets de rouget barbé. Il n'y a quand même rien de tel. C'est quand même autre chose que du lieu jaune. Le changement climatique. Premièrement, est-ce qu'on le voit en mer? Deuxièmement, est-ce qu'il est forcément dramatique pour les espèces marines? Alors, on ne le voit pas en mer, puisque je disais tout à l'heure, la mer, elle n'a pas changé de couleur. Quoique ça commence. D'après le Public Nature, voilà. Oui, pour des histoires de plancton, en fait. Des histoires de plancton. Voilà. Mais au grand large, on ne le voit pas. Quand on pêche, on commence à le voir, parce que tout simplement, les espèces, elles migrent vers le nord. Hein. Les espèces, en fait, elles sont inféodées en général à leur nourriture, qui est du plancton. Et le plancton, il a besoin d'une certaine température. Donc quand le plancton migre vers le nord, en général, tout le monde suit plus ou moins rapidement.
Et à terre, ça va pas très vite parce qu'un arbre, il fait pas les 100 pas pour cavaler dans le nord. En mer, il n'y a pas de barrière et la plupart des animaux sont mouvants. Donc du coup, ça monte relativement vite vers le nord, puisqu'on considère que certaines espèces de plancton font 50 km par an, et qu'en moyenne, les espèces marines font 50 km à peu près tous les 10 ans. Enfin, c'est vraiment très généraliste parce que ça dépend des espèces. Donc il y a des fois, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des fois, on voit arriver des espèces, par exemple maintenant, on pêche du maquereau au Spitzberg. Bon, avant, il y avait du maquereau que dans le golfe de Gascogne. Après, il y en a eu en mer du Nord. Après, il y en a eu au nord de la Norvège. Et puis maintenant, c'est pas grave. Tant mieux pour le maquereau, il voit du pays. Il y a des fois où c'est plus compliqué parce que, je vais prendre un exemple un peu précis, la morue. Mmh. La morue, c'est une espèce d'eau froide, mais c'est aussi une espèce qui vit sur le fond, très proche du fond. Et donc, elle ne peut pas vivre sur des fonds au-delà de quelques centaines de mètres. Donc, aujourd'hui, si je prends par exemple de la morue justement du côté Norvège et russe, qui se porte bien, c'est un stock qui se porte bien, mais les animaux commencent à avoir envie de monter un peu vers le nord. Alors déjà, c'est plus de trajets pour aller pondre leurs œufs près de la côte quand ils veulent le faire. Et puis, ils vont arriver à un moment donné quand même dans les grandes fosses. Et donc là, comment ils vont faire ? Parce que ça commencera à être un peu trop chaud là où il y a entre 100 et 300 mètres, mettons. Et ils aimeraient bien aller plus loin, mais ils ne peuvent pas. Donc là, il y aura des problèmes, sans doute de diminution des populations, parce qu'il y aura des choses qui seront antagoniques du point de vue de chaque espèce. Donc là aussi, on va avoir des recompositions, et bien malin qui pourrait dire comment. Je pense que on voit des choses qui se passent. On voit des espèces qui se baladent, qui commencent à se balader. On en voit des endroits qui diminuent. On en voit des endroits qui se développent, au contraire. Donc tout ça est quand même encore... Mais il se passe des choses, c'est sûr. Ah, la morue, on peut raconter quasiment toute l'histoire de l'Europe occidentale, de l'Amérique, du capitalisme, en racontant l'évolution des stocks de morue. On peut même expliquer en partie la révolution américaine. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va faire une petite pause, Isabelle, si vous le voulez bien. Mesdames, messieurs, avant d'aborder 2 autres sujets, avez-vous des questions? Si on pouvait m'allumer la salle, parce que je ne vois rien. Et voilà. Vous êtes très nombreux, donc sur le nombre, il y en a bien. Ou des choses à dire, c'est pas forcément des questions. Le micro arrive, il est là, voilà, bonsoir. Donner un micro qui ne marchait pas? On va l'allumer, ça marchera mieux. Sinon, vous vous levez, vous ouvrez bien. Voilà, vous criez. Bonjour, enchantée. Moi, j'ai eu la chance, comme vous, de grandir, d'avoir un père qui était passionné de mer. Donc, j'ai grandi sur un bateau, moteur, voilier, etc. Je sais faire 2-3 petites choses, mais voilà. Ça fait longtemps que maintenant, je suis loin des côtes. Donc voilà. Moi, je suis assez effrayée par le plastique en mer. Je vous avoue que moi, qui ai toujours pêché du poisson petite, j'ai pêché beaucoup d'espèces de poissons à la canne à pêche. De savoir que les poissons sont pollués, de voir des images régulièrement de côtes polluées et un peu partout. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont amenées là-dessus? Moi, je parle du principe que si on était rémunéré comme on pêcherait le poisson, si on pêchait le plastique et qu'on rémunérait les gens, peut-être qu'on aurait un modèle économique. Je ne sais pas. Mais moi, je suis assez effrayée parce que c'est pas simplement on va faire un peu de ménage et puis dans 10 minutes c'est fini, quoi. Je crois qu'on en a pour longtemps et je sais pas si vraiment il y a une solution maintenant. Alors, ce qui est déjà un plastique, ça dépend des variétés, etc. Mais en gros, c'est entre 500 et 1000 ans. Donc avec ce qu'on a déjà mis, on en a pour 500 et 1000 ans. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que aujourd'hui, on en a mis partout. Il n'y a pas longtemps, il y avait une étude scientifique où ils sont allés pêcher des petites crevettes à 10 000 mètres de fond et elles avaient du plastique dans leur organisme, quoi. Comme les polluants organiques persistants qu'on retrouve partout ouais. Dans le monde. Donc après, les solutions, de mon point de vue, il y a les bonnes et les mauvaises.
On Commencez par les mauvaises. va éliminer les mauvaises. À mon avis, les mauvaises, c'est l'idée d'aller rechercher le plastique en mer. Prenez un râteau et commencez à ratisser la France. Il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment. Et vous allez mettre 40 ans. Et quand vous aurez fini au bout de 40 ans, de toute façon, on en aura remis autant ou plus. Donc, vous pourrez recommencer. Donc, les bonnes, Isabelle. Donc, je pense que les bonnes, c'est qu'il faut arrêter avec le plastique. En tout cas, il faut arrêter, peut-être pas avec tous les plastiques, parce que ça a des avantages aussi parfois. C'est un matériau extraordinaire, dont on fait ce qu'on veut, qui est pas cher, etc. Mais il faut vraiment qu'on arrête, nous, avec tout ce qu'on appelle les plastiques à usage unique, les plastiques qui servent quelques minutes ou même quelques heures, ou voilà, tous ces suremballages, c'est extraordinaire hein, là, quand on voit on est toujours sur un trend énorme, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de plastique dans le monde, mais on a une progression de 40%, quoi. C'est complètement dément. On utilise de plus en plus de plastique, on n'est pas du tout raisonnable. Donc là, personne n'a la solution, mais tout le monde en a un bout. Les États ont un bout de la solution, parce qu'ils peuvent interdire ou autoriser des choses, ils peuvent avoir des incitations fiscales pour faire des choses ou pas les faire. Donc ça, c'est leur responsabilité. Nous, on voudrait, au WWF, on porte beaucoup l'idée qu'il faudrait qu'à minima, il y ait une conférence internationale de ce niveau-là, au niveau international, pour prendre des engagements, pour faire des choses ensemble. Donc il y a cette sphère-là. Il y a la sphère des industriels, des gens qui nous fournissent ces plastiques et qui ont engagé des processus et des procédés qui utilisent le plastique parce que c'est moins cher que le verre, parce que c'est plus facile, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. On a des très bonnes raisons de le faire. Mais à un moment donné, il faut aussi que ces gens-là soient responsables et prennent des décisions de production pour arrêter d'utiliser ces choses-là. Et puis, il faut que nous, évidemment, nous, les citoyens, les consommateurs, on vote avec notre porte-monnaie et que, par exemple, on s'oriente sur le vrac, on fasse les choses autrement. Et je ne vois pas comment on peut uniquement pointer un des compartiments du jeu. Je pense qu'on peut aussi parler des collectivités, de la façon dont les collectivités organisent, etc. Dernière chose que je voudrais dire sur le plastique, pour l'instant, il y a extrêmement peu de plastique recyclé. Et de toute façon, le plastique qui est recyclé aujourd'hui, le plastique recyclé n'est pas fait de 100% de plastique recyclé, mais de quelques pourcents, maximum 20-25. Et il faut le mélanger à du plastique neuf pour que ce soit réutilisable. Donc ce n'est pas une voie d'avenir, ce n'est pas une solution d'avenir. Ça peut être une solution temporaire. Mais la solution d'avenir, c'est d'arrêter d'en utiliser, d'en produire et d'en consommer. Mais voilà, après, on peut essayer de jouer sur effectivement le récupérer, effectivement essayer de le réutiliser. Moi, je navigue souvent en Norvège. Ils ont dans les supermarchés norvégiens, il y a des grandes machines à l'entrée là. Et vous ramenez vos bouteilles et puis il y a un tri de bouteilles plastiques par taille de bouteille et puis ça vous donne un petit ticket pour faire vos courses. Bon, voilà, c'est petit, mais c'est une façon de réutiliser le recyclage dans une certaine mesure, mais le recyclage n'est pas non plus une solution. Et la dernière solution qu'on utilise, c'est de le brûler. On peut faire de l'énergie. Donc ça aussi, c'est moins pire que de l'enfouir, mais c'est pas terrible non plus. Non, il faut des cheminées bien traitées, bien filtrées pour éviter de balancer la dioxine. Il est où votre bateau à quai ? Mon bateau, il m'attend à Tromsø, au nord du cercle polaire. Et c'est un quoi ? C'est un bateau en aluminium qui a 35 ans. C'est un vieux bateau qui, je pense, m'enterrera parce que l'aluminium, c'est un peu polluant à fabriquer au début. Mais alors ça, par contre, ça va durer 3 générations encore, je pense, minimum, s'il est bien entretenu. En tout cas, c'est un bateau qui fait une 15aine de mètres et qui est extrêmement marin, extrêmement solide pour aller dans les glaces et qui sont le genre de navigation que j'aime bien pratiquer maintenant.
Oui, c'est des coques très rondes qui peuvent lui permettre de monter sur la glace, c'est ça? Non, il n'a pas été conçu pour ça. Faut pas que je me fasse prendre, quoi. Faut se sauver avant. C'est courage fuyant de temps en temps. Mais le plastique, c'est terrible, hein. C'est le deuxième symbole de la mondialisation que le porte-conteneur. Si le plastique s'est aussi développé, c'est parce qu'il a permis d'oublier les caisses en bois, les caisses en métal, les emballages en verre qui étaient très très lourds, et les poids à un coût dans les transports. En tout cas, il y a aussi autre chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que tout finit un jour à la mer et dans le désert. Moi, j'ai trouvé des sacs plastiques en plein milieu du Sahara. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient là, mais en tout cas, ils étaient là. Tout finit un jour dans le désert et en mer. Mesdames, Messieurs, est-il d'autres questions, remarques? Oui, Madame, Mademoiselle, je vous vois à peine. Vous avez un pull, vous avez une marinière. C'est très bien. J'ai mis ma plus belle marinière pour vous ce soir. Bravo. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour nous faire part de votre expérience. En fait, si vous voulez, moi, je suis plusieurs associations, dont aussi Shepherd, Bloom, WWF. Je suis une jeune maman. J'ai eu la chance de faire un tout petit peu de plongée à La Réunion et en Australie et de m'émerveiller par ce que j'ai vu, la biodiversité du monde marin. C'est vrai que je projette peut-être des choses à travers mon enfant et de ce qu'elle va pouvoir découvrir, en fait. Et moi, ça m'effraie. Alors certes, certaines associations peut-être caricaturent que l'océan va être vide d'ici 30 ans. Mais moi, je me pose vraiment la question de ce qui va en être. Et est-ce que vous pouvez nous donner une vision un peu globale, sachant que vous nous parlez des stocks dans l'océan et la mer autour de l'Europe, qui semblent être bons. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un résumé, on va dire, de la situation mondiale et de ce qu'il en est? Vous voulez être rassuré ou pas, en fait? Non, je suis quelqu'un de réaliste, je suis biologiste à la base, donc pareillement scientifique. Mais c'est bien, justement, de peut-être pas être complètement influencé par les discours alarmistes de certains. Et de se dire... Il ne faut pas adhérer à Sea Shepherd, parce que c'est... Non, ouais. Mais je pense que c'est une source d'information qui peut être aussi bonne. Isabelle. En fait, il faut écouter ce que disent les scientifiques. Hein. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, parce que les poissons, ils vont les compter. Hein. On fait ce qu'on appelle des campagnes de recrutement. Moi, j'ai fait ça dans une vie antérieure. Donc, on va compter les petites larves, et puis les poissons, et tout ça, les tailles, les machins. Donc là, on a quand même... pas pour toutes les espèces, parce que c'est très varié, mais on a quand même une assez bonne idée. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 85% des espèces commerciales qui sont ou surexploitées ou à la limite de la surexploitation. Après, il y en a 10-15% qui sont bien gérés, puis il en reste 3% où on pourrait y aller plus fort, 3 à 5%. Donc vous voyez qu'on n'est aujourd'hui pas du tout dans une situation brillante. Maintenant, encore une fois, à chaque fois que ça a été fait, et souvent ça a commencé dans les pays industrialisés qui ont commencé à réfléchir à leurs pratiques et qui ont commencé à mettre en œuvre, et qui avaient les moyens aussi de mettre en œuvre des politiques. Donc je pense à l'Europe, mais je pense aussi aux États-Unis, au Canada, à un certain nombre de pays comme ça, à l'Australie, dont vous parliez. On voit qu'on peut faire quelque chose. On n'est pas sans solution, et quand on met ces solutions en œuvre, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc la situation n'est pas désespérée, elle n'est pas bonne. Si on continue comme on fait, elle va devenir vraiment critique, et il y a un moment donné où de critique on passe à désespérer, hein, parce que quand il n'y a plus assez quand un groupe animal n'est plus assez important, il n'y a plus assez de brassage génétique, il n'y a plus assez, et là on a un effondrement de l'espèce, donc ça pourrait finir comme ça. Mais c'est pas écrit encore. C'est pas écrit. Et moi, je vais vous dire un truc, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais on mange trop de poissons, nous, les Français. 3 fois plus que ce que le Voilà. WWF recommande. Voilà. 33 kilos, il en faudrait 11. Tout simplement, 3 fois plus que ce que, si on prend la moyenne des captures, allez, à la louche, 100 millions de tonnes, si on divise par 7,5 milliards de personnes, ça vous fait la ration moyenne annuelle par personne, d'accord? Et bien nous, on en mange 3 fois plus. Donc, quelque part, soit on encourage la surpêche, soit on mange le poisson que d'autres peuples ne peuvent pas manger. Je suis désolé, hein, c'est un peu brutal, mais voilà. Donc,
Mangez du poisson, mais pas plus d'une fois tous les 10 jours pour les poissons sauvages. Choisissez bien les espèces que vous voulez. Faites-vous un super plaisir à en manger. C'est très bon pour la santé. Mais soyez raisonnable parce que voilà. Parce Et que globalement, on sinon... mange quoi? Moins de poissons prédateurs, on a bien compris, ou alors de l'anchois, du maquereau, du poisson à... Oui, voilà. Alors en se général, reproduit les poissons donc herbivores, donc comme effectivement le maquereau, la sardine, l'anchois, le mulet, toutes ces espèces, le chinchard, toutes ces espèces-là sont des espèces qui vont directement manger du plancton végétal. Donc le coefficient de transformation est plus direct, on va dire, que des espèces supérieures comme le saumon, le bar, la truite, toutes ces espèces qui, elles, vont manger des petits poissons qui eux-mêmes ont mangé du poisson, qui eux-mêmes ont mangé du plancton. Donc où on a quand même des chaînes alimentaires où à chaque fois, bien sûr, on a une déperdition, entre guillemets, en termes d'énergie et en termes de ressources. Donc voilà, alors je ne vous dis pas de jamais manger. Faites-vous plaisir à Noël, faites-vous un super bar, c'est très bien. Mais n'en mangez pas toutes les semaines. Voilà. Est-ce que nos amis, madame, peuvent faire confiance au label MSC? Alors, moi j'aurais tendance à dire oui, globalement, même si de temps en temps, et le WWF est bien placé pour en parler, puisque nous sommes à l'origine de ce label, comme de beaucoup d'autres labels, puisque c'est notre politique d'essayer de définir des cahiers des charges à la fois écologiques et sociaux sur un certain nombre de ressources, en disant, bah oui, on mange du poisson, alors c'est quoi le poisson responsable ? Bah, c'est tel et tel critère, et puis socialement responsable, c'est tel, voilà. Et puis après, on essaye d'appliquer ça et d'entraîner tout le monde. Voilà. Donc je dirais que sur MSC, ça fonctionne globalement bien, sur 80-90% des espèces labellisées. Il y a quelques pêcheries où ça pose encore problème. Où, vous n'aimez pas la pêche au hockey en Nouvelle-Zélande? Voilà, par exemple, c'est une espèce... où la certification a été accordée, à notre avis, un peu rapidement. On a râlé, on est allé les voir, parce que maintenant, ils sont indépendants. Au bout d'un moment, les certifications, elles ne dépendent plus de nous. Elles vivent leur vie, c'est normal. Bon, voilà, donc on a des fois encore des points de friction. Mais globalement, si vous faites vos courses et que vous êtes paumé, bah, cherchez le petit logo ovale bleu avec un petit poisson blanc dessiné. Voilà, vous ne ferez pas trop de bêtises par rapport à beaucoup d'autres pêcheries, quoi. Donc vous irez plutôt quand même globalement dans le bon sens, on va dire. Vous le voyez aussi sur les boîtes de thon, MSC, c'est surtout là. Oui, il y en a sur plein de choses, et vos poissonniers savent très bien d'ailleurs les espèces qu'ils ont à l'étalage, qui ont le label ou pas. Mesdames, messieurs. Donc, alors, madame à la gauche. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à tous deux. J'ai suivi plusieurs reprises et assez fidèlement vos interventions sur les radios. Et j'ai bien aimé votre introduction, madame Autissier, quant à la perception que laisse la mer en nous. Moi, je suis sur Lyon depuis des années. Je suis née à Toulon parce que j'avais un père militaire qui a fini sa carrière capitaine de frégate, mais on pratiquait la voile dans la rade de Toulon et puis le golfe de Saint-Tropez, et je ressens certaines évocations d'eau, parfois tout à fait impromptues, me rappellent l'odeur des galets, le bruit et la teinte de la mer. Donc génétiquement, je crois qu'on est imprégné, et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai vécu 18 ans, je suis sur Lyon. Mais vous devez être malheureuse à Lyon, alors? Non, je retourne de temps en temps dans le Midi, mais c'est plus les mêmes rapports, parce que je suis née les pieds dans l'eau à 10 mètres de la mer, et j'allais... Et donc, vous avez fait une intervention et des interventions sur la radio que j'ai beaucoup appréciées. Et là, vous avez beaucoup parlé de la faune. Est-ce que vous allez nous entretenir de la flore sous-marine? Dans quel état est-elle par rapport à la faune, par rapport à son devenir? Alors, voilà, les algues. Oui, les algues et les planctons. Le plancton, les algues. Oui, non, mais vous avez raison, ça fait partie de toute façon des paysages. Alors moi, je suis plutôt sur l'eau que dedans, à la différence de mon voisin. Mais ça, je sais pas, ça doit être... moi, quand je suis dans l'eau, c'est que ça se passe pas bien. Hein. Mais moi, je suis bien que dans l'eau. Moi, la surface me fout la trouille. Donc
sûrement beaucoup moins d'expérience et d'habitude de voir les fonds et les grands fonds. Et par contre, pour moi, ça fait vraiment partie du milieu. C'est-à-dire, quand on arrive sur une côte, il faut qu'il y ait des algues, quoi. Il faut qu'il y ait, ou même si l'eau est claire, il faut qu'on puisse voir les posidonies, par exemple, en Méditerranée, où ça fait complètement partie. Ce que vous dites m'évoque aussi quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est qu'on peut se faire super plaisir avec la mer avec très peu de moyens, avec des tout petits bateaux et en partant pas longtemps en mer et en se faisant juste un vrai plaisir, quoi. On n'est pas obligé d'avoir des grands bateaux, de faire des grands tours du monde et tout. C'est vrai que ça a aussi beaucoup de plaisir, mais voilà, moi j'ai des souvenirs de gamine. Franchement, on avait notre petit dériveur en bois. On allait sur l'île d'en face et on naviguait 2 heures et c'était génial, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, je trouve. Moi, je suis un mauvais marin. Les bateaux à voile me font peur. Je n'aime que les bateaux avec des gros moteurs. Ça va être bientôt fini, courage. Ce qui ne m'a pas empêché parfois de me demander si j'allais passer la journée lors d'une tempête au Soudan où voilà, en pleine nuit, le bateau se rapprochait dangereusement d'un récif et les moteurs n'arrivaient pas à redémarrer. Et dans ce cas, on est content d'avoir un petit équipement de plongée prêt à sauter. Sauf que là, on se dit, mais une fois que je suis dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Parce que ce n'est pas sur les côtes du Soudan qu'on va être accueilli convenablement. Mesdames, messieurs, y a-t-il encore... Oui. Il y a une question. Attendez, madame, voilà le micro. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur les poissons d'élevage. Parce que quand vous parlez de bar, en général, on n'achète pas un bar sauvage aussi, quand on est en Bretagne, etc. Mais par exemple, à Lyon, quand vous allez sur les marchés, et puis ça se développe énormément. Si vous voulez, c'est plus de l'élevage que du sauvage. Est-ce qu'on peut avoir un bon élevage? On accuse justement, en fonction d'utiliser du poisson pêché en mer. Les aquaculteurs disent que ça a baissé beaucoup la part de farine animale liée au poisson. Alors, quel est votre avis déjà, là-dessus? ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, c'est un poisson sur 2 qu'on mange aujourd'hui. C'est-à-dire que, étant donné que la pêche a stagné, voire a régressé, puisqu'on a été en surpêche, et que l'appétence des humains pour le poisson n'a fait que grandir, et puis le nombre d'humains aussi, forcément, ça a fait qu'on a beaucoup développé la pêche. Alors, on continue à avoir quand même la pratique dont vous parlez. Ça s'appelle la pêche minotière, c'est-à-dire qu'on va pêcher n'importe quoi, de n'importe quelle taille, n'importe comment, on fait de la farine, et cette farine sert à nourrir les animaux d'élevage, qui en général d'ailleurs sont des poissons carnivores, parce que c'est souvent les poissons qui coûtent le plus cher, donc c'est rentable de les avoir en élevage. Donc évidemment, ça c'est une très mauvaise solution, puisqu'on va détruire des fonds et des animaux qui peut-être auraient pu grandir dans la mer, tout simplement, et pourquoi pas être pêchés après. Voilà. Alors, ça reste encore très majoritaire, et puis souvent, les élevages, et en particulier par exemple les élevages de crevettes, sont des catastrophes environnementales dans les pays d'Asie dans lesquels c'est pratiqué la plupart du temps. Ça dépend d'un mangrove, souvent. Voilà, on va couper la mangrove, on va complètement modifier les écosystèmes côtiers pour implanter des cages avec la nourriture qui est balancée avec des tourniquets dont les 3/4 tombent au fond parce que les animaux, là c'est vrai aussi pour les saumons d'ailleurs, les animaux la prennent pas assez vite. Donc vous avez des fonds, moi je l'ai vu en allant sur des cages au Chili, où sous les cages, vous avez 2 mètres de vase noire et morte. Parce que, à la fois, les déjections des animaux et cette nourriture qui n'est pas consommée s'accumulent dans les fonds, elle pourrit, elle absorbe l'oxygène en pourrissant, et elle crée des grandes zones mortes, donc des fjords entiers qui meurent, dans lesquels il n'y a plus de vie. Donc ça, évidemment, c'est des conséquences, on va dire, extrêmement toxiques des élevages. Alors, il y a plusieurs types de solutions. D'abord, c'est d'arrêter de faire des élevages trop concentrés, parce que quand vous faites des élevages très concentrés, les animaux se frottent les uns aux autres, s'abîment et donc sont sensibles aux maladies. Donc, vous allez avoir des maladies qui vont se répandre très vite. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez les antibiotiques à bloc. Donc ça, c'est pas terrible. Donc des élevages moins concentrés, si possible aussi des élevages extensifs.
Deuxième chose, ce que vous allez apporter comme nourriture aux poissons. Alors, on commence à travailler, par exemple, sur des pellets végétaux pour nourrir les animaux, où ça va remplacer la farine de poisson. Attention, si pour ça on coupe la forêt amazonienne pour faire du soja, pour nourrir les poissons, on retourne à la case départ. Donc voilà. Donc mieux vaut des poissons herbivores d'élevage finalement. Donc voilà. Donc là aussi, plutôt des herbivores, plutôt des plutôt. Tout est une question. De toute façon, comme très souvent dans nos problèmes environnementaux, c'est l'excès qui nous conduit à des impasses écologiques. C'est pas le fait de faire telle ou telle chose, c'est le fait de le faire en masse, en grande quantité, et à ce moment-là, ça produit des conséquences extrêmement désastreuses. Donc aujourd'hui, alors Madame, pour essayer de répondre un petit peu plus à votre question, il y a aussi un label qui s'appelle ASC, donc Aquaculture Stewardship Council, qui est l'équivalent de MSC pour l'aquaculture. Donc vous pouvez vous référencer à ça. Il y a des élevages bio. Je ne sais pas jusqu'où, je ne connais pas, mais enfin bon, il y a des élevages en tout cas labellisés bio. Donc voilà. Et encore une fois, c'est une question de niveau de consommation. Je pense que vous avez tous, en faisant vos courses, par exemple à Noël, et en cherchant un beau saumon à Noël, vous avez quand même tous vu ce que c'était que la qualité du saumon d'élevage. Vous avez des poissons dont la chair est d'un rose un peu maladif avec plein de gras blancs au milieu. Ça, vous pouvez tout de suite éviter. Et puis, vous voyez que vous avez quand même des gens qui travaillent mieux. C'est souvent plus cher, c'est toujours plus cher, mais avec des chairs qui sont fermes, qui sont voilà. Donc faites aussi marcher votre jugement. Petit sondage, qui ici mange du poisson régulièrement, mettons une fois par semaine? Ah oui, quand même. Voilà, donc il faut un petit peu moins. Hein. Faites les 10 jours. Qui mange, parmi vous tous, mesdames, messieurs, qui s'adonne au trio habituel, saumon, bar, cabillaud? Ou alors vous mangez autre chose? Ah, maintenant vous êtes tout seul. Il n'y en a pas beaucoup. Si, non, il y en a quelques-uns. Là, c'est bon, hein, on est d'accord. Hein. Bon, qui prend du rouget, là, du filet de rouget? Ici, Méditerranée, il y a quand même... Il y a des esthètes. Deuxième question, qui plonge? Quand même. Oui, enfin bon. Des collègues? Il y a des petits collègues. Et qui fait du bateau? J'ai encore plus de collègues, moi. Hein. Alors la France est le seul pays au monde où quasiment tous les gamins, via les écoles, ont fait du hobbycat, où on fait un peu de plaisance. Oui, plus ou moins, surtout sur les côtes, ouais, quand même. Mais, on est quand même, on est un pays incroyablement maritime. Hein. On l'oublie, c'est ce que vous disiez à l'entrée de la conférence. On est le pays qui a le deuxième espace maritime au monde, juste derrière les États-Unis. On est le pays qui a des espaces maritimes dans tous les océans du monde. Et là, on est le seul. On est le pays qui a une puissance scientifique marine extrêmement forte et reconnue dans le monde entier, qui a une marine de guerre et de commerce aussi d'ailleurs extrêmement reconnue dans le monde entier, qui a quelques skippers qui se débrouillent pas trop mal, Donc on a beaucoup d'atouts maritimes, mais quand on se retourne, on se sent un peu seul des fois. Je fais allusion par exemple à la négociation sur la haute mer en ce moment. Je voulais y venir. Voilà, c'est très bien. Donc la haute mer, vous voyez à peu près ce que c'est la haute mer? Où s'arrêtent les eaux territoriales, les eaux sur lesquelles... Allez, on va faire un petit quiz. Il y a une souveraineté. Jusqu'à combien de kilomètres des côtes? À combien de kilomètres des côtes s'arrêtent les eaux territoriales? 3000 ici. Qui dit mieux? Je crois que j'ai entendu la bonne réponse. 12 000. Bravo. 12 000, c'est chez nous. C'est la France, avec le drapeau. Après, jusqu'où va la limite de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire les eaux sur lesquelles la France a autorité pour la pêche, pour les transports, etc. 200 000, bien. Bravo. Ils sont bons. Hein. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais du tout. Et au-delà des 200 000, qu'est-ce qui se passe?
Et Voilà. qu'est-ce que c'est les eaux internationales? Voilà. C'est la foire d'empoigne des eaux internationales. Pas de C'est- souveraineté, pas de Voilà. responsabilité. Si vous voulez tuer quelqu'un, il faut aller sur les eaux internationales. Voilà. Mais après, ça dépend du pavillon du bateau sur lequel vous tuez Oui, quelqu'un. il faut le balancer en Voilà. dehors du bateau. Il Voilà. faut que le cadavre, surtout, ne reste pas sur le bateau. Euh, Et donc, il y a une discussion en ce moment pour... Voilà. En fait, la haute mer, donc au-delà des 200 000, Oui, c'est vrai. c'est quand même la moitié de la surface de la planète, hein, mine de rien, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, il y a une législation sur le fond marin, c'est l'autorité internationale des fonds marins, mais il n'y a aucune législation sur la colonne d'eau depuis le fond marin jusqu'à la surface en haute mer. Donc, en gros, on fait n'importe quoi. Alors, il y a quelques organisations de pêche de temps en temps, il y a des règles pour les navires quand même. Ça veut dire qu'on ne pêche pas beaucoup en haute mer. Voilà, un petit peu quand même, le thon, Oui, le on thon. pêche, voilà. Mais bon, voilà, il y a très peu de règles, et le reste, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Alors jusqu'à maintenant, c'était quand même assez difficile de développer des activités en haute mer, mais ça commence de plus en plus, et il y a quelque chose qui intéresse de plus en plus les gens, c'est les ressources biologiques vues du point de vue du génome. Il y a en mer un placard à confiture, voilà, une diversité biologique absolument extraordinaire. On pense qu'on ne connaît pas 10% des bestioles qui vivent en mer et pas 1/1000 du plancton, des espèces de plancton. Donc voilà. Et il y a des milliards, sans doute, de protéines, de tas de choses. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas très bien quoi en faire. Et puis, plus ça va, plus on commence à imaginer ce qu'on va en faire. On va en faire des médicaments, on va en faire des processus industriels, on va en faire des aliments, on va en faire un tas de choses. Donc, on commence à s'intéresser à ces ressources. Et il commence à y avoir des entreprises, alors plutôt grandes, parce que c'est compliqué, qui commencent à s'y intéresser. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans les 10 dernières années, dans le monde, il y a une entreprise qui a déposé 60% des brevets à partir du vivant de la haute mer. Bayer, entreprise allemande. Donc on commence à se dire que, d'une part, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire d'aire marine protégée en haute mer, par exemple, puisque ça appartient à personne. Donc vous n'avez pas de police, vous n'avez rien. Donc toutes ces questions ont quand même amené l'ONU à se pencher là-dessus et à engager un cycle pour imaginer une gouvernance de la haute mer. Il faudrait une autorité, il faudrait des règles, il faudrait savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Donc c'est toute la discussion qui a lieu en ce moment, dont effectivement on parle très peu en France, alors que c'est pourtant un sujet extrêmement important. Et on en est au deuxième round de ces négociations qui, à mon avis, vont encore durer théoriquement 1 an et demi, mais je pense que ça va sans doute traîner un peu plus que ça, pour savoir comment on va... donc quelle gouvernance, qui va décider les règles, comment est-ce qu'on va éventuellement se partager les choses, comment on va protéger cette mer, comment on va mieux la connaître, aussi quelle limite à l'exploitation, comment on va partager les fruits de ce qu'on va trouver, puisque a priori la haute mer ça appartient à personne et à tout le monde. Donc voilà, toutes ces questions-là sont aujourd'hui sur le tapis et c'est des questions extrêmement importantes dont je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est le moins qu'on puisse dire. Mesdames, Messieurs, je ne vous vois pas. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez, c'est pas grave. Bonjour. Ah, pardon, monsieur. Donc, monsieur, ensuite madame. Allez-y. Bonjour. J'ai peur d'être un peu hors sujet, mais est-ce que vous vous intéressez aussi à toute la partie eau douce, puisque c'est quand même par l'eau douce qu'elle arrive dans la mer et qui arrive beaucoup de saleté, beaucoup de cochonneries. Les ressources halieutiques aussi de mer, de rivières sont pas terribles. Quand vous êtes à Lyon, que vous promeniez sur les bords du Rhône ou de la Saône, on vous dit qu'il est interdit de consommer le poisson qui est pêché dans les deux rivières. Donc, est-ce que vous avez aussi une action au niveau de l'eau douce ? Alors, bien sûr, le WWF, que j'ai l'honneur de représenter, a aussi une action sur l'eau douce. Moi, je suis un peu moins spécialiste, évidemment, de ces questions, vous vous en doutez, mais on a, bien sûr, aussi des experts sur les questions de qualité des eaux, de pollution des eaux, vous l'avez dit, mais aussi sur les questions de quantité. Dans 30 ans, ici, il fera le climat du Caire. D'accord ?
Donc, du coup, ça va quand même avoir quelques petites conséquences sur le niveau du Rhône et de la Saône, parce que les glaciers fondent. Pour l'instant, il y a encore des glaciers. Quand il y en aura moins, ça va. Voilà. Donc, il y a les deux aspects dans la question de l'eau. Et puis, il y a les questions du vivant aussi, de ce qui est dans les fleuves et les rivières, où là, on a différents types de problèmes. On n'a plus trop de problèmes de surpêche parce que j'allais dire, malheureusement, ça c'est derrière nous. Il y a eu un certain nombre voilà. Et on a plutôt des problèmes de diminution des espèces pour des raisons de pollution, essentiellement, et pour des raisons d'espèces invasives qui sont très impactantes sur l'eau douce. Je pense à l'écrevisse américaine, par exemple. Je pense à des espèces comme ça qui font beaucoup de dégâts parce que c'est des espèces qui ont été importées sans avoir leur écosystème et leurs prédateurs et qui donc se développent au détriment des espèces autochtones. Donc ça pose pas mal de problèmes. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de questions autour de l'eau douce qu'il faut poser aussi. Les espèces d'eau douce aujourd'hui dans le monde sont les espèces qui ont payé le plus cher, puisqu'on considère que, vous savez, le WWF, on fait tous les 2 ans un état des lieux des vertébrés de la planète, des vertébrés sauvages. Aujourd'hui, le rapport qu'on a sorti là, il y a quelques mois, avec 44 ans d'ancienneté, donc on fait un rapport tous les 2 ans depuis 44 ans avec la communauté scientifique, et on arrive à 60% des vertébrés sauvages qui ont disparu en 44 ans. Mais pour les espèces d'eau douce, on est à pratiquement 90%. Donc ces espèces d'eau douce, elles payent très cher. Pour différentes raisons, hein, mais parce que aussi c'est des milieux, parce qu'on a énormément asséché ces milieux, parce qu'on a énormément rectifié les rivières, pollué les rivières, etc. Pour tout un tas de raisons. C'est des milieux qui ont été extrêmement dévastés. Mais par endroits, la loutre revient, hein, comme dans la Garonne. Voilà, on a des oui, espèces c'est vrai, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai qu'ici, par contre, vous êtes chargé, mais en même temps, il y a de l'industrie chimique partout ici. Voilà. Bah, peut-être essayer de les pousser un peu, voilà, pour qu'ils fassent mieux les choses. Mademoiselle, madame, bonsoir. Oh, il faut parler dans le micro. Mettez le micro bien. Oui. Voilà. C'est un petit peu mieux. Déjà, merci d'être là ce soir. C'est très intéressant. J'ai grandi entre la France et le Sénégal. Donc, pour moi, la mer, entre guillemets, on y avait les pieds dans l'eau. Et j'ai passé mon temps à vouloir y être. Et il y a quelque chose qui me faisait vraiment mal au cœur. C'était la conquête de l'homme sur la mer perpétuelle. Vous parliez de la modestie qu'on était censé avoir quand on est sur un bateau par rapport à l'océan. Quand on se retrouve face à l'eau, on est censé accepter le fait qu'on ne peut pas en prendre le contrôle. Mais voilà, par exemple, quand vous parlez de qu'est-ce qu'on va faire des hautes mers, il y a cette question de l'homme va absolument prendre la conquête. Et est-ce qu'on ne devrait pas au contraire se dire que ces hautes mers où personne n'y a entre guillemets de droit, on devrait justement les laisser et que ça soit plutôt le débat plutôt que savoir comment on va les contrôler? C'est une question très philosophique que vous posez. Moi, je suis pas contre le fait qu'on aille sur la mer. Je suis pas contre le fait qu'on mange du poisson, éventuellement. On peut être végétarien, hein, j'ai rien contre non plus. Mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous devrions nous percevoir comme une espèce de la nature qui doit vivre en équilibre avec les autres espèces de la nature. Et le problème, c'est que c'est pas ça qu'on fait. Et que même la plupart du temps, on pêche du poisson. Moi, j'ai quand même des souvenirs, et ça existe encore. Le poisson se retrouve à la criée, où on va le vendre, où les pêcheurs vont le vendre. Et à la criée, pour protéger le revenu des pêcheurs, on a instauré des prix minimums. Et quand le prix du poisson, puisque ce sont des enchères, tombe en dessous du prix minimum, le poisson est retiré de la vente et détruit. Parce que si on le remet en vente, il va contribuer à faire chuter le prix. Donc on a été pêcher du poisson et par des mécanismes économiques, on le détruit. Donc là, on est d'accord qu'on marche sur la tête. Et ça se fait tous les jours, partout, dans toutes les criées du monde. Donc voilà, je pense que si on se vivait plus comme faisant partie d'eux et étant donc en équilibre avec, ça marcherait mieux. Mais on est, c'est vrai, aujourd'hui, dans un monde économique
où le driver numéro un, j'aime pas trop ce mot anglo-saxon, mais le sujet numéro un, c'est de faire de l'argent et d'être rentable. Et ça, c'est quand même des logiques qui sont pas facilement conciliables. On peut essayer d'emmener les gens vers des choses plus responsables, plus tout ce qu'on veut. On peut améliorer les choses. Mais si à un moment donné, on ne remet pas à minima dans la machine économique les impacts de notre activité sur le vivant, par exemple, ou sur le climat, à ce moment-là, on se trompe. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, par exemple, je vais reprendre l'exemple du poisson. Le poisson dans la mer ne vaut rien. Le poisson dans la mer ne vaut rien parce qu'il n'a pas de valeur économique. Il est dans la mer. Le poisson commence à valoir quelque chose à partir du moment où vous mettez du temps de travail et des moyens de pêche pour aller le chercher. Et là, il a une valeur qui va être près, une valeur de marché, parce que si vous en ramenez beaucoup, vous ne le vendez pas cher, etc., ou enfin, tout ce qu'on vous raconte là-dessus. Voilà. Donc, cette idée-là, en fait, c'est cette idée-là qui est toxique. C'est parce que si le vivant avait une valeur, si on introduisait dans les modèles économiques le fait que la surpêche impacte le milieu vivant et que donc la surpêche est une variation, on a une activité économique qui produit dans le carbone, et on le réintègre dans le modèle en donnant un prix à cette tonne de carbone. Mais voilà, c'est un mécanisme qu'on n'utilise pas, parce qu'on ne sait pas le faire aussi, sans doute, et qui fait que du coup, on a cette espèce de séparation entre un modèle économique qui tourne en pensant que la nature, c'est gratuit et c'est éternel et c'est renouvelable, et puis des impacts sur le milieu économique qui, à un moment donné, vont mettre en péril, d'ailleurs, nos économies. Donc c'est une vision qu'on... si on continue à se gouverner avec le PIB et la croissance, on ne va pas y arriver, quoi. Si on ne réintègre pas d'autres choses qui sont le bien-être, la santé, les écosystèmes, le climat, etc., qui sont des valeurs partagées, qui nous font vivre, on ne va pas arriver à trouver un modèle économique qui va être équilibré. Oui. Alors, qui n'a pas parlé encore? Alors, il y a Madame au milieu. Bon, ce serait sans doute la dernière. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai deux petites questions. Je voulais savoir quel était votre regard sur les théories qui ont beaucoup d'écho en ce moment sur l'effondrement et la collapsologie. La collapsologie, oui. Et l'autre, c'est comment se faire entendre aussi bien les ONG que les citoyens auprès du gouvernement sur cette urgence écologique. Merci. Eh bien, vous avez la nuit. Non, on a moins de 10 minutes, on va dire 5 minutes. La collapsologie donne l'impression que le futur est déjà écrit, que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Alors, la collapsologie, ça consiste à poursuivre la courbe, voilà, en gros. Et donc dire effectivement ce que quelqu'un a dit, il n'y aura plus de poissons dans la mer, il y aura plus de plastique que de poissons. C'est pas très scientifique de prolonger la courbe. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un élément de réflexion. De prolonger la courbe. Je disais tout à l'heure, le plastique, on a depuis 30 ans, on a une courbe comme ça, et depuis 30 ans, elle va dans le même sens, donc on se dit, voilà, ça peut faire partie des éléments de réflexion, mais évidemment, il y a d'autres choses qui vont jouer à un moment donné, qui vont faire que les courbes, elles vont peut-être pas être telles quelles. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une théorie, pour moi, un tout petit peu facile. Je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que nous dépendons du vivant. Nous dépendons du... J'aime pas le schéma de développement durable, vous savez, où il y a les 3 trucs qui se croisent là. Parce que c'est pas vrai. Vous n'avez pas de l'économie hors sol sans qu'il y ait une planète. Donc pour moi, c'est des cercles concentriques. Vous avez d'abord la planète avec ses caractéristiques physiques. À l'intérieur de ça, vous avez la vie. À l'intérieur de ça, vous avez les hommes, les communautés humaines et l'économie. Et l'économie, c'est un tout petit truc. Et tout ça repose les uns sur les autres. C'est plutôt des plateaux, moi, je dirais. Donc voilà. Donc, de fait, si nous continuons sur ce que j'ai essayé de décrire comme une espèce de vision, de philosophie, d'organisation collective,
qui prend la nature comme un self-service gratuit et qui ne se préoccupe pas de la façon dont nous interagissons avec la nature, qu'est-ce qu'on se prépare? On se prépare juste des temps difficiles. La planète s'en remettra. Et même si elle ne s'en remet pas, d'ailleurs. Même si elle ne s'en remet pas. So what? Il y en a des milliards de planètes. Hein, donc, c'est pas très grave. Même si c'est un caillou chauve, eh ben, ce sera un caillou chauve. Voilà. Le problème, c'est nous, quand même. Hein. C'est que nous, on n'est pas très équipés pour vivre sur des cailloux chauves. Donc en fait, le problème, c'est notre... même plus que le bien-être, notre capacité à vivre dignement. Voilà. Nous sommes 7,5 milliards, nous allons être 10 milliards, et nous n'avons pas d'autre choix que de faire vivre dignement 10 milliards de personnes. Et pour ça, il faut que ces 10 milliards de personnes, elles mangent, elles respirent, elles boivent de l'eau, elles aient un toit, un boulot, etc. Bon. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se tape dessus. Hein. Donc, si on commence, en aparté tout à l'heure, je disais que le WWF, depuis 1 an, en France, on a commencé un travail avec l'école de guerre. Et donc, tout le monde ouvre des yeux, grands comme des soucoupes, en disant, mais qu'est-ce que vous allez foutre avec ces gens-là? L'école de guerre, c'est ce qui forme les grands officiers supérieurs avec toutes les barrettes. Si, parce qu'il y a une relation de cause à effet absolument directe. Parce que si nous ne sommes pas capables de vivre avec des économies qui soient des économies renouvelables et stables, nous engendrons de l'instabilité. L'instabilité, c'est des crises. Les crises, on se tape dessus. Et finalement, les gens de l'école de guerre, ils comprennent ça. Ils comprennent qu'une grande partie des guerres d'aujourd'hui se déclenchent pour des motifs qui ont des composantes environnementales fortes et qui seront de plus en plus fortes. Donc voilà, donc moi c'est simplement ce message-là que je veux essayer de faire passer. J'aime pas le mot de message, ça fait un peu prédicateur. Mais en tout cas, le sujet c'est ça. Et le gouvernement, comment on l'alerte? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les gouvernements? D'abord, on les élit dans nos démocraties. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais on est quand même un petit peu... on est un peu à la manœuvre d'une manière ou d'une autre. Et puis après, on a des moyens de s'exprimer. On a vu récemment des gens qui s'exprimaient de manière assez vigoureuse. On a vu aussi récemment des jeunes descendre dans la rue pour des questions environnementales, pour des questions de climat. On a vu 2 millions de Français, plus de 2 millions, 2,5 millions presque de Français qui ont signé la pétition qui a été la plus signée de l'histoire de la France. Oui, mais qui donne en même temps dans l'idée que seul le gouvernement, que seul l'État peut agir. Alors, c'est pas... Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il n'y a pas un coupable et il n'y a pas un responsable. Voilà. Tous les groupes, et c'est ce que nous, à notre niveau, on essaye de faire. On essaye de travailler avec les citoyens. On travaille de plus en plus avec les collectivités locales, régionales, parce qu'elles ont un gros impact sur la vie des gens. On travaille avec les États, on travaille avec l'ONU, on travaille avec les entreprises. Parce qu'il n'y a pas des gros méchants quelque part et des très gentils de l'autre. On est tous dans la machine. On est tous citoyens, on travaille tous dans des boîtes, on est tous des bulletins de vote, on appartient tous à des communautés de Lyon ou d'ailleurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous donne plein de leviers. Et les solutions, globalement, on en a, mais plein des solutions. Donc après, la question, c'est la vitesse de déploiement. Mais au fond, on a beaucoup de choses à notre disposition. On a les associations, on a l'implication dans la vie locale, mais aussi dans la vie plus nationale. Enfin, voilà. Et notre responsabilité, c'est d'essayer de mettre toutes nos forces là où on peut les mettre. Il y a des gens, ça va être au boulot. Il y a des gens, ça va être avec leur famille. Il y a des gens, ça va être dans leur communauté, je ne sais pas quoi, moi, sportive, je ne sais quoi. Partout où nous existons, nous portons des messages, nous avons des comportements, nous incitons les autres à faire une chose ou une autre. Voilà, on a tous individuellement et collectivement. Et ça, c'est passionnant. Et moi, c'est ce qui me fait tenir aussi, parce que des fois,
Des fois, ça me réveille la nuit, c'est vrai. Hein, ça me réveillait pas la nuit jusqu'à il y a quelques années. Puis depuis quelques années, ça me réveille la nuit quand même. Je me dis, waouh, alors comment on va faire? Et puis le matin, quand je me réveille, je me dis, mais il y a quand même des millions de mecs, des milliards de mecs qui font des choses, qui se bougent, qui inventent, qui construisent, qui changent, partout. Donc voilà, donc ça c'est quand même, je crois, les bonnes nouvelles. Et notre responsabilité, c'est d'accélérer ça. Parce que maintenant, on n'a plus beaucoup de temps pour que les choses restent dans un ordre à peu près facile, on va dire. Donc notre responsabilité, elle est là. Et franchement, c'est passionnant, mais vous le savez tous, parce que je pense que les uns et les autres, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ces questions vous préoccupent. C'est passionnant. C'est passionnant de mettre en œuvre les trucs. C'est passionnant de rencontrer des gens jeunes et moins jeunes qui veulent se bouger, qui veulent, qui inventent, qui entreprennent, qui changent, qui bougent. C'est vachement mieux que faire comme l'ancien monde. C'est plus compliqué, mais franchement, ça vaut le coup. Et je pense qu'on en est tous persuadés. Donc allons-y, quoi. Et j'en suis le témoin, vous savez. Moi, j'anime entre 30 et 40 débats par an ailleurs qu'à Paris. Je suis à la radio avec Denis Chessou. Depuis 5-6 ans, il y a un vrai changement, à la fois dans le nombre de gens qui assistent aux conférences, on le voit, la typologie sociale des gens qui assistent aux conférences et aux débats, et puis dans la qualité des questions. On n'est plus dans le manichéisme bébête qu'on avait avant. On est sur une volonté de comprendre la complexité, une volonté d'agir. Et depuis 5-6 ans, vraiment, et on le sent, question des auditeurs, c'est le jour et la nuit, vraiment. C'est-à-dire qu'on voit des initiatives qui naissent aussi à la faveur de la crise, à l'échelle de territoires, de collectivités. Il y a une France qui est en train de changer fondamentalement, vraiment, par le bas. Et c'est le reproche qu'on peut faire aux collapsologues, qui ne parlent que d'eux finalement, qui donnent l'idée que le futur est déjà écrit, que la société est statique et ne changera pas jusqu'à ce que ce futur advienne. Et ils oublient complètement ce qui est en train de changer fondamentalement en France. Et donc, encore une fois, on est tous le témoin. Et pas que en France. Pas que en France, parce que moi, j'ai la chance avec le WWF d'avoir une vision très internationale, puisqu'on est présent dans une centaine de pays. Mais c'est extraordinaire, mais qu'au fin fond du Ghana, au fin fond du Sri Lanka, au fin fond de je ne sais où, ça bouge aussi, quoi. Ça bouge. Les gens, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de sous qu'ils n'ont pas de tête, et ils voient bien les problèmes, et il y a vraiment des belles énergies aussi, quoi. Et ça bouge partout. Et pour finir, j'évoquerai... Je me suis retrouvé une fois sur un plateau télé avec Jean-Marc Barr. Tout le monde connaît Jean-Marc Barr, le Grand Bleu, et qui est parti parce que parfois il part dans des délires. Et je lui ai parlé de mon expérience, ex-expérience de plongeur profond, où, vous savez, vous êtes à 60-65 mètres de profondeur et vous voyez le bleu qui de blanc devient violet. Et c'est d'une beauté absolue. Vous vous demandez, vous êtes pris entre deux émotions, celle de remonter vers la surface et celle de continuer à descendre. Puis tout d'un coup, vous êtes dans le bleu, devant une épave, et puis il y a un espadon qui passe, et puis un requin qui vient vous voir. Et là, j'ai vu l'œil de Jean-Marc Barr, qui a quand même fait beaucoup d'apnées, frétiller, presque pleurer, moi aussi, parce que, oui, c'est beau, le bleu, c'est beau, la mer, c'est beau. Et rien qu'à y penser, je suis encore un peu ému, parce que, oui, c'est ça, la mer. On y projette beaucoup de choses, et de voir dans le bleu cet animal qui arrive, qui vous regarde, et puis qui repart, ça vous apprend l'humilité, et puis quand même qu'il faut préserver tout ça. Et en même temps, expérience de plongeur encore, moi, j'ai vu des zones qui étaient sans rien en Méditerranée, notamment en Port-Cros, parce que les plaisanciers balançaient leurs ancres, parce que les plongeurs se comportaient n'importe comment. Et 15 ans après, on revoit la Posidonie quasiment sur la plage, on revoit du mérou, on revoit du corbe. Moi, ça me réjouit. Et en même temps, ça m'exaspère parce qu'on voit que c'est simple. Dès lors qu'on fout la palle à la mer, les choses reviennent pas tout à fait à l'identique. Pour avoir fait un sujet aussi sur l'après Amoco Cadiz, l'Amoco Cadiz... Les fonds marins étaient censés être condamnés. 8 ans après, les choses ont commencé à revenir. Enfin voilà, en tout cas, la mer, il faut l'aimer. On n'en parle pas assez en France. On n'a pas de culture maritime. Voilà, c'est, je sais pas, un petit mot de conclusion, peut-être Isabelle. Non, un petit mot de conclusion. Alors moi, je vais vous emmener. C'est le jour de mon anniversaire. J'ai 34 ans. Je fais mon premier tour du monde. Et le jour de mon anniversaire, je passe le 40e sud. Et les 40e rugissants, c'est un mythe pour les marins. Et donc, c'est magnifique. Et donc, je suis dehors et je regarde et je savoure et je me dis « waouh ». Et ce jour-là, il fait beau.
Et donc, c'est comme souvent, les lumières des 40e sont des lumières extrêmement pures, extrêmement transparentes. Et la mer est assez calme, mais il y a une énorme houle, parce que c'est quand même des endroits où soit il y a eu de la tempête, soit il y en a avoir. Donc il y a cette grande houle comme ça, extrêmement paisible. Et là arrivent, et je vous jure que c'est vrai, hein, les 2 premières albatros que j'avais jamais vues. Ils arrivent ce jour-là. Et c'est beau ça. Donc ils l'ont fait exprès. Et je les regarde. Et alors l'albatros, il a un truc extraordinaire, c'est qu'il ne bat pas des ailes. Il va effleurer la houle. Il utilise le mouvement de la masse d'air devant la vague pour remonter et replaner et redescendre et se mettre devant une vague. Et comme ça. Et donc on a vraiment l'impression qu'il danse, quoi. Et pour avoir quand même une tonalité comme quoi les hommes font aussi des belles choses, ce jour-là aussi, comme il faisait beau et que c'était tranquille, j'écoutais de la musique. Et j'écoutais les suites pour violoncelle de Bach. Et là, c'est juste un moment de frisson. Il fait beau, il y a une houle magnifique, vous êtes dans les 40e, et il y a 2 oiseaux qui dansent sur les suites de violoncelle de Bach. Voilà, fermez les yeux et tout ira bien. Merci Isabelle Autissier. Merci. Merci à vous. Il me semble qu'Isabelle signe ses livres à la librairie du musée. Achetez, la mère s'en souviendra. J'espère que la librairie là, c'est un livre magnifique. Et je vais faire de la pub, il y en a un prochain qui arrive dans 3 semaines. Hein, donc vous irez voir vos meilleurs libraires et voilà.